C'est le journal sur Al24 News. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune adresse un message à la nation à l'occasion de la fête de la victoire pour le président de la République. Cette date montre la loyauté profonde des générations post-indépendance. L'approche occidentale dans la région du Sahel, un échec qui persiste en plein changement sur la scène mondiale. Réforme des retraites en France, le gouvernement Borne visé par 2 motions de censure. Ligue des champions africaine, mission accomplie pour le Serbe Belouizdad après sa victoire contre le Zamalek. En attendant, la JS Kabylie dans pas moins d'1 heure contre le Petro Atlético d'Angola. Bonsoir à tous, voilà pour les titres. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, adresse un message à la nation à l'occasion de la fête de la victoire le 19 mars 1962. Le président algérien a affirmé que les célébrations du jour de la victoire approfondissent chez le peuple algérien un sentiment de vigilance qui garantit la cohésion nationale. Le président a affirmé que l'Algérie s'est engagée dans une course contre la montre pour concrétiser les aspirations de son peuple. Pour le président de la République, la célébration de cette fête montre la loyauté profonde des générations post-indépendance imprégnées de l'esprit de novembre. Pour le président algérien, l'Algérie a franchi des étapes économiques considérables qui se traduisent dans les indicateurs et le volume des moyens affectés. Et sur le plan extérieur, le pays assume un rôle central et une place importante en comptant sur ses propres capacités et une jeunesse créative et prise de modernité. Après sa nomination jeudi par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le nouveau ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed Attaf, a pris ses fonctions aujourd'hui au siège du ministère en présence de son prédécesseur Ramtan El-Amamra. Pour rappel, Ahmed Attaf avait occupé le même poste de janvier 1996 à 1999. Depuis 2 jours, j'ai rencontré le président de la République et j'ai directement pris connaissance de ses consignes, directives et instructions, et dont l'objectif est de hisser la politique nationale à des niveaux décisifs en matière d'efficience et d'influence. Sur le plan international actuellement, il y a une crise relationnelle, une crise au sein du relationnel. Il y a aussi une crise de ce qui est appelé la structure de la sécurité collective et ses conséquences en matière de déséquilibre dans le système des relations internationales. L'approche du tout sécuritaire imposée par l'Occident visant à apporter la paix au Sahel, de plus en plus remise en cause par les populations de la région et au même titre d'ailleurs que bon nombre de pays africains. Les détails avec Khadija Khadawi.
La politique du tout sécuritaire adoptée par les puissances occidentales pour faire face à l'abcès sécuritaire au Sahel démontre de plus en plus son inefficacité, voire son échec. Les populations et autres sociétés civiles pointent du doigt depuis des années déjà cette fausse solution. Pire encore, les populations de ces régions accusent les puissances étrangères d'avoir exacerbé l'abcès sécuritaire et fustigent leur présence dans ces territoires qui ne servent selon elles qu'à défendre leurs intérêts économiques. L'approche panafricaine concernant la sécurité au Sahel est plutôt unanime. Le développement et l'éradication du discours radical sont les clés de voûte pour en finir de façon définitive avec cet abcès qui mine notamment le Burkina Faso, le Mali ou encore le Niger. Pas plus loin que la fin du mois de février dernier, les participants aux travaux de la deuxième réunion de la série de rencontres, l'appel du Sahel tenu à Alger, ont réaffirmé l'importance de recentrer sur le développement et l'intégration pour éliminer le terrorisme, une démarche prise très au sérieux par Alger. Lors du 36e sommet de l'Union africaine, le pays a annoncé vouloir apporter une aide au développement pour la construction d'infrastructures vitales. L'Algérie met sur la table $1 milliard destinés à financer ce genre de projet. Cela dit, il semble que les puissances étrangères occidentales ne veulent pas s'inscrire dans cette démarche, même si elles avouent à demi-mot l'échec de l'approche sécuritaire totale. Nous sommes en train de bâtir dans un sens quelque chose de relativement nouveau. En même temps, je reviens sur ce que nous disions il y a quelques minutes, il faut absolument avoir une approche holistique, compréhensive, où sécurité absolument nécessaire, mais ne suffit pas. Et pour preuve, pour le moment, seul contrecarrer l'influence russe et chinoise importe dans leurs agendas. Je pense que l'orientation de notre politique et de l'approche de la France, c'est de pouvoir investir et accroître les capacités de nos partenaires. Et je pense que c'est une approche qui donnera des résultats à terme et nous y travaillerons ensemble. D'ailleurs, lors de sa dernière tournée africaine, Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine, ne s'en cache pas, au même titre d'ailleurs le président français et Emmanuel Macron, lorsqu'il affirme qu'il faut mettre un frein à l'impérialisme russe. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré en marge de la visite effectuée par la présidente de la Tanzanie, Samia Hassan, jeudi dernier, que les deux chefs d'État ont échangé sur de nombreux dossiers liés à la situation géopolitique régionale et continentale, notamment la question sahraoui. Ramaphosa a souligné à ce titre que les deux pays soutiennent le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et feront front commun à toute tentative visant à minimiser le rôle du Sahara occidental au sein de l'Union africaine. We also had an opportunity to exchange views. Nous avons eu l'occasion d'échanger nos points de vue sur des questions régionales, continentales et internationales pour lesquelles, entre autres, nous partageons les mêmes intérêts. Et nous avons réaffirmé notre engagement commun à garantir le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et nous allons lutter de toutes nos forces contre toute tentative de minimiser le poids du Sahara occidental au sein de l'Union africaine. Dossier sahraoui toujours, la ministre de la Culture algérienne, Soraya Mouloudji, effectue une visite au camp des réfugiés sahraouis. La ministre de la Culture a été reçue à son arrivée dans la wilaya de Boujdour par la ministre de l'Intérieur, Mariam Salek, ainsi que le wali de Boujdour, Mohamed Cheddad. Et en Tunisie, le président Kais Saïed a nommé ce samedi un nouveau ministre de l'Intérieur en la personne de Kamal Farki. Celui-ci succède à Tawfiq Sharafdin, démis de ses fonctions par décret présidentiel daté du 17 mars. À noter que Kamal Farki occupe la fonction de gouverneur de Tunis.
Pour la 4e journée consécutive, une manifestation estudiantine tenue à la faculté des sciences de Casablanca à l'occasion du 17e Forum national des étudiants a été brutalement réprimée par les autorités marocaines organisée par l'Union nationale des étudiants du Maroc. La manifestation a été attaquée par les forces de l'ordre qui ont encerclé l'ancêtre de la faculté. À noter que le ministère marocain de l'enseignement supérieur avait publié une circulaire appelant les présidents des universités à n'autoriser aucune partie extérieure à utiliser les installations de l'université ainsi que les institutions affiliées pour organiser des manifestations de quelque nature que ce soit. Le ministre des Affaires étrangères turc Mevlut Cavusoglu entame ce samedi une visite en Égypte, la première depuis 11 ans. Et lors de sa rencontre avec son homologue égyptien Sameh Choukri, les deux parties se sont engagées à normaliser les relations bilatérales et l'entame d'une nouvelle phase de coopération entre Ankara et le Caire. Et la Turquie a annoncé avoir réussi ce samedi à prolonger l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes pour une durée de 120 jours à la suite des négociations menées avec les Nations Unies. Le ministre ukrainien des Infrastructures a remercié l'ONU et la Turquie pour la prolongation de cet accord international. L'initiative céréalière de la mer Noire est prolongée de 120 jours. Nous remercions le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, ainsi que le président turc Recep Tayyip Erdogan et le ministre turc de la Défense Hulusi Akar, ainsi que tous nos partenaires d'avoir confirmé cet accord. C'est ce qu'a tweeté Oleksandr Kubrakov. Le secrétaire du comité exécutif de l'OLP, Hossein El-Shir, a déclaré qu'une délégation palestinienne participera à la réunion de Sharm el-Sheikh avec une présence régionale et internationale. El-Sheikh a expliqué dans un tweet qu'il a publié sur son compte Twitter que la participation à la réunion vient défendre les droits du peuple palestinien à la liberté et l'indépendance et pour exiger la fin de cette agression israélienne et pour arrêter toutes les procédures portant atteinte à leurs terres et leurs biens. Territoire palestinien toujours, les forces d'occupation sionistes ont pris d'assaut un village à l'ouest de Jenin et l'agence de presse officielle palestinienne a rapporté que les forces d'occupation avec des renforts militaires ont pris d'assaut et lancé une campagne de ratissage et de recherche dans le village. Et dans un autre communiqué, l'autorité générale des affaires civiles l'avait informé du décès de Yazan Omar Hassib, âgé de 23 ans, après que des soldats d'occupation l'ont abattu par balle. On revient à la Turquie. Ankara a engagé le processus d'entrée d'Helsinki à l'OTAN. Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est entretenu vendredi avec le secrétaire général de l'OTAN. Et selon un communiqué de la présidence turque, les développements concernant le processus d'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN ont été abordés au cours de cette conversation. Recep Tayyip Erdogan a assuré que la Finlande s'est différenciée de manière positive de la Suède par l'attitude qu'elle a affichée dans ce processus et que la Turquie avait décidé d'initier le processus d'approbation du protocole d'adhésion de la Finlande à l'OTAN au sein du Parlement turc. Et en France, le bras de fer persiste entre le gouvernement et l'opposition en raison de la réforme des retraites. Deux courants politiques ont déclenché une motion de censure contre le gouvernement d'Elisabeth Borne en vue de faire pression sur l'exécutif. Les détails avec Safouane Ben Sabri. La tension bat son plein dans l'Hexagone depuis jeudi 16 mars. L'annonce d'Elisabeth Borne était alors tombée comme un coup près. Deux motions de censure ont été déposées en réponse au recours au 49.3 par le gouvernement. Les députés doivent se prononcer lundi sur l'avenir de celui-ci. La question est de savoir si les motions de censure ont des chances d'aboutir ou non. Les tractations sont déjà en cours au sein de la classe politique.
Il faut savoir que parmi les 2 motions de censure déposées, il y a celle du Rassemblement national qui a peu de chances d'aboutir. La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon ne votera pas celle-ci, par principe. Et il y a celle de la Lyotte, groupe transpartisan qui rassemblera la vingtaine de députés qui la composent, plus ceux de la France insoumise ainsi que ceux du Rassemblement national, au minimum. 257 voix au mieux sont déjà assurées pour la motion transpartisane sur les 573 députés qui siègent au Palais Bourbon. Pour assurer la majorité absolue, il manque donc 30 voix à aller chercher pour assurer les 287 voix nécessaires. Les Républicains sont actuellement le groupe pouvant faire pencher la balance. Pour faire pression sur les députés LR, Jordan Bardella a annoncé que son groupe ne présenterait, en cas de dissolution, aucun candidat face aux Républicains qui voteront pour les motions de censure. Si ce scénario venait à avoir lieu, le président français n'écarte pas la possibilité de dissoudre purement et simplement le Parlement, comme il l'a fait entendre avant le recours au 49.3. Parallèlement, les mobilisations se sont largement accrues aux 4 coins de la France. La plus grande raffinerie française est à l'arrêt depuis vendredi, faisant planer le risque d'une pénurie de carburant. Depuis la faillite de la Silicon Valley Bank aux États-Unis, suivie de la déroute du Crédit Suisse, un vent de panique souffle sur les marchés financiers. Même si les places européennes ont clôturé sur la pire semaine depuis 5 mois, les appels au calme et les déclarations rassurantes se font entendre de plus en plus. Les détails avec Souila Akilel. Alors que le spectre de l'effondrement du marché financier mondial plane et menace, et que le climat dans les grandes banques internationales est insoutenable, les grands de ce monde tiennent un discours qui se veut plutôt rassurant. Côté américain, Joe Biden a indiqué que le système financier américain restait solide. Selon lui, les déposants ne seraient pas mis à contribution. Aujourd'hui, grâce à l'action rapide de mon administration au cours des derniers jours, les Américains peuvent avoir confiance dans la sécurité du système bancaire. Vos dépôts seront là quand vous en aurez besoin. Même son de cloche du côté européen, le gouverneur de la Banque de France, Villeroy de Galhau, a assuré que les banques françaises et européennes sont extrêmement solides, car elles ne sont pas soumises aux mêmes règles que les banques américaines. Des propos confirmés par le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, qui a assuré qu'aucun risque de contagion ne menaçait les banques françaises. Pour vous dire que nous suivons évidemment la situation avec beaucoup d'attention, mais je veux confirmer que nous ne voyons pas de risque de contagion pour la France, et qu'il n'existe pas de risque spécifique pour la France, d'une part parce que les banques françaises ne sont pas exposées à la banque de la Silicon Valley, et ensuite parce que les modèles économiques bancaires français sont très différents, avec une diversification des expositions des banques françaises qui protègent les banques françaises et un système de supervision qui est solide. Donc je le redis, il n'existe pas de risque spécifique pour la France. Nous suivons évidemment la situation avec beaucoup d'attention. Si les déclarations tentent à rassurer, les chiffres, eux, laissent à craindre le pire. En effet, les places européennes ont clôturé sur la pire semaine depuis 5 mois, avec moins 17% de pertes hebdomadaires pour Société Générale, moins 20% de pertes pour Commerzbank et moins 15% de pertes pour ING. Malgré les mesures des autorités suisses et américaines, le secteur bancaire a conclu une semaine noire par un nouveau plongeon vendredi, plombant l'ensemble des marchés. Sport football, pour le compte de la phase des poules de la Ligue des champions africaine, le Serbe Belouizdad a pu décrocher sa qualification pour les quarts de finale en battant hier soir le représentant égyptien Zamalek sur le score de 2-0. À 20h, pour le compte de la même compétition, la JS Kabylie affronte le Petro Atlético d'Angola. Les poulains de Hamdi se trouvent à la 2e position du groupe avant les dernières rencontres. Et dans l'autre compétition, la Coupe de la CAF, l'USM Alger joue sa qualification demain à 13h contre le Saint-Éloi Lupopo. Les Rouges et Noirs aspirent à une victoire afin de garantir le billet pour la suite du tournoi avant la 6e et dernière journée. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellente soirée à tous.